Bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission politique Calédonie 2024. Alors pourquoi 2024? Car c'est la date à laquelle s'achèvera la mandature de nos futurs élus pour ces provinciales, une émission politique différente de celle que vous avez l'habitude de voir, car nous avons décidé d'axer autour d'un thème qui s'impose de plus en plus dans notre actualité, la transition écologique. C'est pourquoi avec moi ce soir pour la première fois, dans cet exercice difficile, Hubert Géraud, responsable de WWF Nouvelle-Calédonie. Hubert, bonsoir. Bonsoir Falaï, bonsoir à tous. Alors en deux mots, pourquoi on parle de transition écologique et non pas d'environnement par exemple ? Parce que l'environnement est souvent un terme que l'on oppose à développement, alors qu'il en est l'allié le plus vital. Le terme transition écologique invite donc à penser différemment notre rapport à l'environnement et à inscrire notre développement dans une relation gagnant-gagnant entre les Calédoniens et leur patrimoine naturel. Alors c'est la première émission, nous en aurons une chaque mercredi jusqu'aux élections provinciales. Quel est le programme de ces 30 prochaines minutes ? Pour lancer cette première émission, nous allons recevoir Martine Cornaille, la présidente d'ACT NC, Alliance citoyenne pour la transition, et émission qui sera découpée en 3 parties. Tout d'abord, des questions à titre personnel pour se mettre en jambes. Ensuite, nous rentrerons dans le cœur de l'échange avec des questions sur les chantiers calédoniens de cette transition écologique. Et puis, nous conclurons par une question qui nous emmènera bien au-delà de 2024. Merci Hubert et on retrouve tout de suite notre invité. Martine Cornaille, bonsoir. 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 Alors, dans cette première partie, en moins de 5 minutes, nous allons commencer avec des questions personnelles. Vous êtes prête ? Tout à fait. Alors, Martine Cornaille, vous êtes plutôt voiture hybride ou vélo ? Vélo, totalement. Vélo. Selon le dernier sondage ISCOP il y a 2 semaines, près de 9 Calédoniens sur 10 sont prêts à en faire davantage pour l'environnement. Et vous, Madame Cornaille, quel est votre prochain chantier personnel ? Alors, il est plutôt collectif, puisqu'il s'agit de convaincre les Calédoniens de nous donner la possibilité d'agir, non plus au niveau individuel, mais au niveau collectif, ce qui est éminemment souhaitable et important désormais. Vous avez été enseignante, Madame Cornaille. Quelle est la place pour vous de l'éducation à l'environnement dans l'enseignement calédonien aujourd'hui ? Alors, cet enseignement existe, évidemment, mais il est insuffisamment développé. Et de surcroît, il touche à ce que j'appelle la cosmétique, c'est-à-dire qu'il ne traite pas des véritables enjeux et donc des véritables réformes à entreprendre, puisque tout est fait pour ne pas remettre en cause, y compris au sein de l'école, le système économique dominant, qui est lui-même la cause des dégradations environnementales que l'on constate. D'accord, je vous propose de poursuivre en rentrant dans le vif du sujet. Madame Cornaille, dans les Nouvelles-Calédoniennes, lundi matin, on découvrait que les coraux les plus au sud étaient également touchés par le blanchissement. On pensait qu'ils étaient épargnés du fait de leur position dans des eaux plus froides que la Grande Barrière. Il n'en est rien. Cette actualité nous ramène à l'urgence de réduire nos gaz à effet de serre. En Calédonie, 98% de l'énergie consommée est de l'énergie fossile. Si demain vous êtes au Congrès, quelle va être la première mesure que vous allez défendre ? Alors déjà, il faudra revenir sur le projet de centrale à gaz pour Doniambo qui ne nous semble absolument pas réaliste dans ce contexte de réchauffement climatique global. Donc nous voulons absolument que le mix énergétique présent à Doniambo fasse la part belle aux énergies d'origine renouvelable. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie a 2 centrales à charbon, une centrale à fioul donc obsolète à remplacer. Il est hors de question d'aggraver encore notre cas en choisissant une énergie fossile, y compris si certains greenwashers estiment que cette énergie, en l'occurrence le gaz, est celle de la transition écologique. Pour nous, c'est une hérésie. La deuxième chose, c'est d'instaurer une taxe carbone, alors non pas pour les particuliers, puisque ce sont les seuls aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie à contribuer, on va dire, à l'éco-fiscalité au travers de la taxation sur leur carburant automobile. Aujourd'hui,
tous les acteurs économiques, quels qu'ils soient, sont exonérés de la moindre contribution. Donc avant de prétendre faire payer plus les particuliers qui payent déjà, nous voulons rétablir l'équilibre en commençant à faire payer au moins un petit peu les autres acteurs. L'écofiscalité en Nouvelle-Calédonie, la fiscalité écologique, est extrêmement peu développée et donc elle contribue pour très très peu au budget de la Nouvelle-Calédonie. Il faut changer la donne. De la même façon, nous mettrons fin à toutes les aides directes et indirectes publiques aux énergies fossiles. Je veux saisir l'occasion qui m'est donnée. Hier encore, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a communiqué sur une nouvelle délibération qui simplifie l'aide aux énergies fossiles pour les agriculteurs. En 2019, cette délibération aurait dû prévoir un calendrier d'abandon de ces aides et de remplacement de ces aides pour la conversion écologique. Ce n'est encore pas fait, c'est une faute de la part du gouvernement. Est-ce que les transports sont également un des chantiers de cette réduction des gaz à effet de serre? Et si oui, comment? Bien évidemment. Alors, la priorité sera donnée au transport en commun et pour favoriser le transfert modal, nous voulons proposer pour le néobus la gratuité de son utilisation et puis proposer bien sûr toutes les mesures d'accompagnement et notamment des parkings sécurisés de façon à ce que les Calédoniens soient véritablement incités à abandonner la liberté que procure la voiture individuelle pour passer au transport collectif. De la même façon, en matière de transport, nous voulons réinstaurer une vignette automobile pour les véhicules de plus de 7 chevaux. Il est impensable aujourd'hui de ne pas pénaliser quelque part l'usage égoïste d'une voiture individuelle, surtout si elle est de gros gabarits. Et donc très émettrice. Aujourd'hui, seulement 25% des foyers calédoniens sont équipés d'un chauffe-eau solaire, alors qu'on dispose de plus de 3000 heures d'ensoleillement par annuel. Comment on arrive aux 100%? Alors, je crois qu'on est arrivé au stade où les incitations ont fait leur œuvre et elles ont atteint leurs limites. Donc maintenant, il faut sans doute passer à des mesures coercitives, c'est-à-dire à l'obligation. Compte tenu, on va dire, de la gravité du contexte environnemental, du changement climatique notamment, on ne peut plus se contenter de l'incitation. Il faut agir fermement, de façon extrêmement volontariste pour changer les choses. Et effectivement, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire instaurer l'obligation pour toutes les nouvelles constructions de s'équiper en chauffe-eau solaire thermique, bien sûr, et de façon à abandonner les chauffe-eau électriques ou à gaz, et prévoir un plan de rattrapage pour le bâti existant. Alors là, évidemment, avec éventuellement des incitations fiscales, et le produit de la taxe carbone que l'on vient d'évoquer pourrait être utilisé à cela, puisque malheureusement, tous les Calédoniens n'ont pas la possibilité d'investir par eux-mêmes. Il faut qu'ils soient accompagnés par la puissance publique. Alors j'imagine que toutes ces propositions devraient être intégrées dans le fameux schéma de transition énergétique. Mais au-delà du schéma énergétique, on sait qu'il y a un autre schéma qui était attendu, qui n'a pas vu le jour, qui est le schéma de l'adaptation climatique. Est-ce que c'est un de vos chantiers? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, je voudrais dire un mot du schéma de transition énergétique. Lorsqu'il est sorti, nous l'avons critiqué, d'une part parce qu'il manquait singulièrement d'ambition, en exonérant de quasiment tout effort les gros consommateurs d'énergie électrique que sont les métallurgistes et gros pollueurs. Et nous l'avons critiqué aussi parce qu'il n'était pas créateur ni de droits ni de devoirs nouveaux. Ce n'est qu'un affichage de bonnes intentions. Donc pour nous, ça ne peut pas suffire. On vient de l'évoquer notamment pour les chauffe-eau solaires. Il faut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire celle de l'obligation réglementaire. Alors, du coup, j'ai oublié votre question. C'était le fait d'avoir un deuxième schéma qui était attendu également, celui de l'adaptation climatique, et qui n'a pas vu le jour. Alors, en effet, lorsque j'ai eu la possibilité au comité consultatif de l'environnement, dans lequel je siège, d'émettre des vœux, j'ai proposé, il y a maintenant une dizaine d'années quasiment, que la Nouvelle-Calédonie se préoccupe de la réduction donc, de ces actions en matière polluante et qu'elle se prépare au travers donc d'un schéma d'adaptation au changement climatique, au choc à venir. Apparemment, ça a été complètement sans effet. Je crois qu'il y a cependant la province Nord qui s'est lancée dans une évaluation provinciale de la chose, mais les provinces Sud et Îles n'ont rien fait, à notre grande dame, à notre grand désespoir.
Et sans attendre qu'il fasse, vous, est-ce que vous avez des propositions concrètes pour cette Alors, adaptation? l'adaptation sera quelque part inévitable, hein, puisque les chocs sont maintenant inévitables. Mais nous voulons, dans un premier temps, donner la priorité très fortement à la réduction. C'est pour nous vraiment la priorité des priorités. Alors ensuite, il va falloir effectivement accompagner les populations, notamment les populations qui vivent sur les littoraux, puisqu'elles vont devoir quitter leur lieu de vie. Et je pense notamment aux populations mélanésiennes. Par exemple, on peut envisager le cas dramatique où un clan propriétaire terrien deviendra de fait un clan accueilli parce qu'il aura perdu sa terre. Donc tout ça, ça doit s'anticiper. Il faut absolument que les autorités coutumières s'emparent de la question et que l'on travaille de façon extrêmement concertée là-dessus. Pour les propriétés privées, la problématique est la même. Les personnes qui ont une propriété en bord de mer voient régulièrement les limites de cette propriété reculer et donc leur propriété empiétée. Mais rien aujourd'hui dans le cadre législatif calédonien ne permet de les dédommager, on va dire de les accompagner dans cette histoire dramatique qui est donc, après avoir travaillé toute une vie pour acheter une maison ou voilà, un brin de terrain, le voir grignoté par la mer, sans accompagnement de la puissance publique. Il faut vraiment s'en occuper. Mais encore une fois, l'effort sur la réduction doit prédominer. Une deuxième question, on va changer de registre, Mme Cornaille. On va aller à la biodiversité. Les Calédoniens sont fiers d'avoir des milliers d'espèces endémiques. Qui dit endémique dit si l'espèce disparaît de Calédonie, elle disparaît pour la planète entière. De très nombreuses de ces espèces ont donc été classées par l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, sur une liste, la liste rouge des espèces menacées de disparition. C'est le cas par exemple de Kodiak xerophila, un petit arbuste qui a été découvert il n'y a pas très longtemps sur une plage à Dimbéa et qui n'existe qu'à un seul endroit. Si vous êtes élu, quelles mesures à très court terme comptez-vous prendre pour éviter des prochaines extinctions? Alors nous avons une mesure extrêmement ambitieuse et nous suivons en cela les préconisations de M. Edward O. Wilson, qui est donc un éminent scientifique américain qui connaît bien la Nouvelle-Calédonie pour avoir travaillé sur les fourmis. Nous voulons mettre sous cloche, doter donc d'un haut niveau de protection, 50% de nos espaces terrestres et maritimes. C'est notre ambition parce que cette éminente personnalité estime que désormais c'est ce qui est nécessaire pour envisager un futur à l'humanité sur Terre. Il y a une solution qui permettrait de conserver ces espèces, ce serait de créer un conservatoire. Alors c'est un projet, on entend parler depuis quelques années déjà. Vous en pensez quoi et qu'est-ce qui bloque? Alors conserver des espèces, c'est voir, à mon avis, les choses par le petit bout de la lorgnette. Ce n'est pas seulement les espèces qu'il faut conserver, c'est les espèces dans leur écosystème, puisque vous le savez sans doute aussi bien que moi, c'est l'ensemble des relations entre les êtres vivants et avec leur milieu qui fait, qui rend possible, qui rend habitable notre planète pour notamment l'espèce humaine. Donc ce serait bien effectivement, mais ce serait un intérêt, je pense, assez égoïste que de conserver une espèce dans un conservatoire botanique pour ses gènes et exclusivement pour ses gènes. Je trouve que c'est très réducteur. Moi, je préfère qu'on s'attache à conserver des milieux, des écosystèmes dans toute leur complexité. Sauf que, vu l'urgence, je vous parle de petits arbustes, la disparition, elle peut avoir lieu dans 1 an, dans 2, dans 3, un seul feu sur la plage de Dimbéa et l'espèce a disparu. Alors, les mesures ne s'excluent pas. Effectivement, si l'urgence absolue est déclarée, pourquoi ne pas envisager de prélever ces espèces, de les bouturer, d'en conserver les graines pour les faire germer, enfin trouver des solutions pour les maintenir, à condition d'envisager de les réimplanter après dans leur milieu. Je voudrais rebondir sur le feu parce que chaque année la Calédonie elle brûle, avec elle une faune et une flore importantes. C'est un sujet qui est récurrent et pourtant c'est toujours d'actualité. C'est quoi la solution? Alors, nous avons proposé en 2014, lorsque les institutions ont changé, nous avons proposé de recruter des jeunes en service civique sur tout le territoire pour informer sur le feu et surtout pour proposer des alternatives à l'écobuage qui est très souvent à l'origine des incendies.
Nous avons été partiellement entendus, puisque le gouvernement a recruté un certain nombre de services civiques, mais ce volet information sur les alternatives n'a pas été repris. Conclusion, les gens continuent à brûler pour faire leur champ. Donc il faudra compléter ce dispositif de façon à le rendre plus efficace, puisque malheureusement aujourd'hui on fait le constat que ça n'a pas changé grand-chose. Donc des jeunes issus donc, de chaque ère coutumière pourraient porter le message et donner l'information que pour conserver de l'eau, pour conserver sa forêt, pour conserver, on va dire, une nature viable, vivable, il ne faut plus la brûler et proposer des alternatives. Alors par exemple le compostage, par exemple la permaculture, de façon à éviter donc ces brûlis qui malheureusement dérapent quelquefois. Madame Cornaille, alors un autre sujet, la mine et métallurgie. La mine, c'est un secteur historique dans le développement de la Nouvelle-Calédonie et à ce titre a été et toujours un secteur privilégié par le monde politique. Bouclier fiscal, plan de sauvetage avec la SLN, négociation de la dette de la province sud avec Balai, perfusion financière de la France. Mais la mine, c'est aussi le secteur d'activité économique le plus impactant pour l'environnement calédonien. Est-ce qu'il n'est pas temps de repenser sa place dans l'économie calédonienne et de quelle manière? Alors, tout à fait. Nous avons rencontré Madame Dutilleul, qui était la personne haut fonctionnaire en charge de l'élaboration du schéma stratégique industriel et minier de la Nouvelle-Calédonie. Et à chacune de nos rencontres, nous lui avons dit ceci: Madame, vous êtes en charge de préparer l'avenir de la politique nickel, mais vous ne pouvez pas le faire de notre point de vue sans avoir une idée juste du passé et de l'actuel. Donc nous vous demandons de réaliser un bilan le plus exhaustif possible de cette activité minière qui dure depuis 150 ans sur le territoire. Faites-nous donc un bilan social, sociétal, économique, sanitaire et environnemental, de façon à ce que nous sachions ce que nous avons effectivement gagné et ce que nous avons perdu, et de façon aussi à pouvoir nous projeter dans le futur en disant, ben voilà, ça c'est plus acceptable, ou au contraire, ça l'est, et on va continuer comme ça. Ça nous aurait permis aussi, on va dire, d'évaluer si l'encadrement réglementaire et la fiscalité appliquée au nickel était, on va dire, en rapport avec ce qu'elle nous rapporte, cette industrie, ou ce qu'elle nous coûte. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc si nous arrivons au pouvoir, nous organiserons un débat d'un an, de façon à ce que les passions s'apaisent et que l'on fasse une catharsis sur cette question du nickel. Donc, de façon à ce que les Calédoniens soient impliqués dans les décisions qui concernent le nickel. Depuis 8 ans environ, la quantité de minerais de nickel extraite de Nouvelle-Calédonie a été multipliée par 3. Il faut bien nourrir les usines du Nord, du Sud et de Corée. Donc, on exploite toujours plus. Là, récemment, on vient de nous dire que la SLN avait obtenu le feu vert de la commission minière pour passer de 1 million de tonnes de minerais à l'export à 4 millions. Donc nous, on dit, cette fuite en avant, elle va durer jusqu'à quand? Et tout ça sans évaluation. En tout cas, le peu de chiffres que l'on a nous font considérer que cette industrie nous coûte plus qu'elle nous rapporte. Je vous donne un exemple, la contribution du secteur mine et métallurgie dans son ensemble, contribution au budget de la Nouvelle-Calédonie, représente moins de 2%. C'est un chiffre donné par M. Olivier Sudry. Ça veut dire que 98% de nos besoins en matière de santé, d'éducation, d'infrastructures routières et autres est financé par les particuliers, les commerçants, les professions libérales et les autres industries, mais pas par le secteur mine et métallurgie, alors qu'on sait que ce secteur est éminemment important, nous dit-on, dans l'économie calédonienne. C'est 1000 emplois, c'est un secteur qui est vrai que dont les Calédoniens sont attachés. Comment on fait pour concilier l'économie Eh bien, on s'engage résolument dans la transition. C'est-à-dire qu'après avoir fait ce bilan et ce débat, on saura ce que les Calédoniens veulent et dans quelles conditions ils le veulent. C'est-à-dire le nickel, jusqu'où, comment, pour qui, etc. On ne dit pas qu'il faut arrêter le nickel. Nous, on dit qu'il faut arrêter la fuite en avant du toujours plus. Je pense régulièrement, parce qu'il se rappelle à mon bon souvenir, aux gens qui vivent au pied des mines.
qui ont des rivières engravées, qui pleurent leurs mulets noirs, qui pleurent leurs crevettes, qui sont en danger physiquement à chaque pluie importante, parce que les inondations se font de plus en plus récurrentes et de plus en plus violentes. On ne peut pas imposer à ces gens, au motif que voilà, la mine et la métallurgie créent des emplois, on ne peut pas leur imposer des choses pareilles. Il faut tout mettre à plat, et puis voilà, se mettre d'accord, le nickel, d'accord, mais comme ça, et plus comme ça, comme ci et pas comme ci. Voilà. Et quel serait, déjà par rapport à l'historique, le passif de l'exploitation minière, vos recommandations et votre regard sur les 300 mines orphelines qui parcourent la chaîne? Alors, je siège au Fonds Nickel, où, depuis maintenant plusieurs années, je déplore que la redevance superficiaire, qui est donc payée par les mineurs et qui abonde le budget du Fonds Nickel, n'évolue pas. Depuis 10 ans, depuis 2009, elle est toujours au même niveau. Pire encore, en 2018, elle a baissé. Elle est passée de 240 millions à 230 millions. Donc, il faut trouver des ressources pour s'occuper de ces mines orphelines. Donc, puisque plus ou moins ceux qui abondent le budget du Fonds Nickel sont responsables des dégâts, je propose d'augmenter fortement la redevance superficiaire de façon à financer les travaux de revégétalisation qui sont nécessaires. En ayant bien en tête que revégétaliser ne veut pas dire réhabiliter un écosystème. Hein. Revégétaliser, c'est une première étape qui permet de maintenir les sols, de recréer quelques abris pour la faune, mais on est loin de recréer le milieu tel qu'il était auparavant. Ça prend des dizaines d'années, des décennies, voire des siècles. Hein. Donc il faut trouver des ressources, et de notre point de vue, le secteur mine, qui est un secteur lucratif, contrairement à la métallurgie, ne contribue pas à l'effort à la hauteur de ses moyens. Donc il faut, outre réengager les études sur l'instauration de la redevance d'extraction, dans l'immédiat, augmenter franchement la redevance superficiaire. Code minier, dans votre programme, vous dites vouloir vous attaquer à revoir la réglementation du code minier. Donc sans attendre le débat d'1 an avec les Calédoniens, quelles seraient pour vous ces choses les plus importantes? Vous avez parlé de la redevance. Est-ce qu'il y a d'autres éléments structurants de cette révision réglementaire? Alors nous avons listé 20 points pour mieux harmoniser le code minier et le code de l'environnement. Parce que même si le code minier aujourd'hui affiche sa préoccupation de protection de l'environnement, on voit bien que dans les faits, tout est mis en place pour favoriser l'exploitation, l'extraction, et pas franchement la protection de l'environnement. Donc on veut rééquilibrer les choses. Il faut le faire, il faut le faire. Aujourd'hui, les impacts sont certes moindres qu'autrefois. Hein, au travers de la réglementation, des progrès ont été obtenus, mais malgré tout, la priorité sur les mines est toujours donnée à l'exploitation au détriment de l'environnement. C'est-à-dire qu'on construit par exemple un ouvrage de gestion des eaux, et puis parce que la mine avance, on le détruit, mais on continue à exploiter avant même qu'il soit remplacé. Ça, ce n'est plus possible, il faut mieux cadrer les choses, on n'exploite que quand l'environnement est sécurisé. Mathilde Cornaille, on va continuer avec un point dans votre programme d'actes. Vous proposez de donner de l'ampleur à la sylviculture locale. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, là, on importe près de 90% du bois que l'on utilise. C'est une hérésie. On est dans un pays tropical où la vitesse de pousse des végétaux est extrêmement importante. C'est un formidable gâchis du strict point de vue économique, hein, puisqu'on pourrait s'auto-satisfaire. Donc il faut encourager la sylviculture locale. Mais attention, on met un certain nombre de garde-fous. On ne veut pas d'une sylviculture monospécifique. On ne veut pas d'une sylviculture qui fasse appel à des espèces exotiques envahissantes comme le pinus, hein, qui malheureusement, que ce soit à l'île des Pins, à Tango ou ailleurs, a provoqué des catastrophes écologiques et qui de surcroît est une espèce qui favorise la propagation du feu. On revient à ce que l'on disait tout à l'heure.
Et on ne veut pas d'une sylviculture intensive, c'est-à-dire qui soit mise en œuvre sur le modèle de l'agriculture intensive, c'est-à-dire avec des engins lourds, des engrais chimiques et des pesticides, comme ça a été évoqué, noir sur blanc, hein, dans un document émanant de la province sud, il y a quelques années, lorsqu'elle voulait développer sa sylviculture. Donc ça, c'est pour la production de bois. Mais au-delà, nous avons l'ambition, pour préparer la résilience, de planter 5 millions d'arbres sur la mandature, et notamment des arbres fruitiers. Alors, même si le cocotier, ce n'est pas un arbre au sens strict botanique, on inclut les cocotiers. Vous le savez, aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie produit entre 15 et 17% des aliments qu'elle consomme. On a très peur, parce que les chocs à venir vont forcément nous concerner. Et qu'on est loin des routes commerciales et qu'on est un petit marché, on a très peur de souffrir encore plus que d'autres. Donc on veut, au minimum, sécuriser la population calédonienne avec des productions fruitières. Voilà, un coco par jour pour un homme, ça couvre ses besoins hydriques et ses besoins en micronutriments. Donc on veut apporter, on va dire, ce filet de sécurité à la Nouvelle-Calédonie. De surcroît, ce faisant, on aura une Nouvelle-Calédonie plus verte, on augmentera donc la ressource en eau, on augmentera les abris et les aliments pour la faune. Donc on ne voit que des avantages à ça. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme nous, on a l'impression qu'il n'y a plus de cocoteraies en Nouvelle-Calédonie. Hein, on a mis dans les cocoteraies du bétail qui a mangé les jeunes pousses. Et du coup, les cocotiers n'ont pas été renouvelés, les cocoteraies ont quasiment disparu. Donc on veut les reconstituer notamment. Et pour les gens qui diraient que ce n'est absolument pas réaliste, je veux indiquer que récemment, il y a quelques jours, j'ai vu que nos voisins australiens mettaient sur pied, eux, un plan de plantation de 1 milliard d'arbres. C'est-à-dire un effort relativement donc, par habitant, double du nôtre. Donc c'est tout à fait possible. Et ce sera, je pense, un projet extrêmement fédérateur pour toutes les ethnies du territoire, pour favoriser le vivre ensemble. Mais j'entends bien, Martine Corneille, cette question de nourrir la population, donc mettre des arbres fruitiers. Mais ces arbres fruitiers, ces 5 millions d'arbres, ne vont pas répondre aux besoins de remplacer le bois importé, qui est du bois de construction. Mais c'est autre chose. Voilà, ça, on a parlé de la sylviculture avant. Mais quelles vont être les essences que, si vous voulez, vous détournez du pinus, qu'est-ce que l'on fait en Calédonie? Le pinus qui est existant, on l'exploite, de façon à l'éradiquer le plus tôt possible. Et puis on le remplace. Par exemple, on peut, dans les systèmes agricoles, instaurer une symbiose entre des cultures herbeuses et des arbres. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Donc, ces arbres en question peuvent être soit des arbres à bois, comme vous le dites, soit des arbres fruitiers. Et même si la productivité, on va dire, de chaque culture est moindre, comme il y a plusieurs cultures à valoriser, finalement, la rentabilité de l'exploitation est supérieure et donc l'exploitant s'y retrouve. Donc bien sûr, il y aura un volet sylviculture, bois, ne serait-ce que parce que par ailleurs, on veut privilégier la construction en matériaux renouvelables, notamment en bois, en paille, etc. Donc il va falloir s'y mettre, il va falloir produire. On arrive au terme de tout ça pour éviter, excusez-moi, tout ça pour éviter les prélèvements de matériaux non renouvelables dans la nature, que sont les granulats, c'est-à-dire le sable, les graviers, les cailloux, etc. Donc, on arrive au terme, ça va très vite. Avant de conclure, on va vous demander. Voilà, de tirer une petite question dans ce magnifique panier. Le panier 2050 2050, voilà. Donc il y a quatre différentes questions pour quatre invités. Donc je vous propose de tirer celle-là et vraiment très brièvement si vous pouvez y répondre. Dans votre vision de la transition écologique de la Nouvelle-Calédonie, quels seront les 3 premiers secteurs d'activité du territoire en 2050? Alors les deux, je pense, les deux facteurs de soutien de la vie prioritaires, c'est l'alimentation et l'énergie. Donc il y aura forcément l'agroécologie et les énergies renouvelables dans ces deux-là. Et le troisième pourrait bien être la production donc, de matériaux renouvelables pour la construction. Parfait.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Martine Cornaille d'avoir répondu à notre invitation. Merci Hubert pour cette première collaboration. Merci Falaï, merci Martine Cornaille de vous être prêtée au jeu et merci aux téléspectateurs de Calédonia. Voilà, on se retrouve mercredi prochain avec comme invité Jacques Lallier, tête de liste UC Province des Îles. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.